On a l'appli qu'il vous faut pour les JO. Toutes les nouvelles sur les athlètes, toutes les médailles remportées et l'horaire complet de toutes les épreuves. Pour tout savoir sur les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada. Nous sommes le mercredi 11 février. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumard au microphone, j'espère que vous allez bien ce matin. Oui, toute une tragédie qui s'est déroulée en Colombie-Britannique au cours des dernières heures. Évidemment, ça s'est produit en début d'après-midi, heure de Colombie-Britannique. On a eu au cours des dernières heures plus de détails sur cette fusillade dans une école, dans une résidence également, un total de 10 morts au moment où l'on se parle. C'est d'ailleurs le sujet qui va occuper mon collègue Jean-Philippe Robillard. On va vous donner donc les derniers développement dans ce tragique, triste événement en Colombie-Britannique. Ça se passe à Tumbler Ridge. C'est au nord-est de la Colombie-Britannique. Donc, on a des détails qu'on va vous partager avec vous, mais vraiment une tragédie dans cette toute petite communauté de la Colombie-Britannique. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Sinon, ce qui risque encore une fois de retenir l'attention aujourd'hui, c'est sur le plan politique, le programme de l'expérience québécoise à la coalition Avenir Québec, les prétendants donc à la succession de François Legault qui vont de leur proposition. Un parti peut-être divisé quant à la position adoptée sur le programme de l'expérience québécoise. Ça a beaucoup fait réagir hier. Il en sera certainement question aujourd'hui dans l'actualité. L'équipe est réunie autour de moi. Donc, Élise Jeté aux actualités culturelles. Bonjour Élise. Bonjour Jean-François Paradis au sport. Bonjour Jean-François. Bonjour Mathieu. Et Véronique Méran à la météo. Bonjour Véronique. Alors, on va se parler ensemble d'une chanteuse, la chanteuse Chappell Roan, qui a décidé de changer d'agent, Élise. Oui, elle a mis fin avec sa collaboration avec son agent Casey Wasserman, qui apparaît dans les récents documents liés à l'affaire Epstein. Ah bon? Donc, elle a décidé que par valeur personnelle, elle se dissociait de son agent. Chappell Roan, qui est connu pour le hit de l'été 2024, Good Luck Babe. On va l'écouter tantôt. OK, parfait. Et on va revenir effectivement sur ces dossiers Epstein qui causent beaucoup de remous dans différents milieux, notamment dans le milieu artistique. On va y revenir dans les prochaines minutes. Allons-y avec les détails de la météo, Véronique. La neige tombe encore à cette heure-ci. Oui. Beaucoup plus légèrement quand même. Exactement, parce qu'hier soir, l'heure de pointe pour le retour à la maison, c'était assez soutenu. Ça s'est accumulé aussi. On a quelques chiffres à cette heure-ci. Dans les Laurentides, par endroit, 14 cm dans le secteur du Mont-Tremblant. Ottawa, 7 cm, 11 à Trois-Rivières, 5 à Québec, 7 à Dorval, 10 à Montréal. Donc, on peut dire en moyenne une dizaine de centimètres sur les régions plus au sud, des pointes à 15 localement par endroit pour les secteurs plus à l'ouest et au nord. Et ce système-là continue de progresser. Oui, il y a des petits flocons derrière aujourd'hui, mais là, ça laissera à peine une trace, peut-être 1,5 centimètre là, pour la plupart des secteurs. L'Estrie, on pourrait aller chercher un 2 à 5 supplémentaire. Mais sinon, vers l'est du Québec, vous aurez de la faible neige intermittente, mais moins de 5 cm pour toutes les régions de l'est du Québec. On va mettre l'accent sur les températures parce que c'est ce qui nous fait grogner depuis un petit bout de temps. Et là, enfin, on voit un peu de douceur au bout du tunnel. Alors, comparativement à hier, le mercure remonte sur les régions les plus au sud, de moins 4 à moins 6 degrés aujourd'hui. La nuit prochaine, on ira autour de moins 8, moins 12. Et demain, jeudi, avec une tendance au dégagement qui va s'amorcer dès la fin de la nuit pour les secteurs les plus à l'ouest. Ça devrait se dégager un petit peu plus tard en matinée, là, Québec, l'Estrie. Le soleil va prendre le relais. Les températures vont grimper entre moins 3 et moins 5 degrés pour la journée de jeudi. Donc, ça se prend très, très bien. Oui. On restera dans ces eaux-là vendredi aussi. Et quelque part, au cours de la fin de semaine, on pourrait atteindre le point de congélation, voire même le dépasser un petit peu. Alors ça va nous permettre de souffler un peu. Il n'y a pas d'autres systèmes en importance à surveiller. Je dirais qu'il pourrait y avoir un petit peu de neige vendredi soir jusqu'à samedi, mais des quantités vraiment, là, rien de trop important dans ça. Alors pour aujourd'hui, pour les secteurs de Montréal, l'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec et l'Outaouais, c'est cette floconnade là, qui va se poursuivre. On a un peu de vent dans le secteur de Québec, ça peut engendrer un petit peu de poudrerie. On a parlé des températures et la tendance sera au dégagement
dégagement à partir de la fin de la nuit ou encore tôt demain matin. Du côté de l'Abitibi, ça se poursuit. Là aussi, 10-15 cm, c'est ce qu'on a reçu. Les flocons se poursuivent. -7, c'est le maximum aujourd'hui. Ça se dégagera au cours de la nuit prochaine. L'Est du Québec demeurera sous la faible neige. On parle de 2 à 4 cm. Le mercure oscillera entre -5 et -7 degrés. En territoire ontarien, flocons également vers Thunder Bay, Sudbury, température de -4 à -5. C'est plus variable vers le sud. Toronto-Windsor avec des mercures près du point de congélation. Ottawa, on a reçu 7 cm officiellement hier soir. On ajoutera peut-être quelques-uns à ça là, dans les dernières heures. Le maximum, c'est -4 aujourd'hui. La grande douceur se poursuit dans l'ouest. 9 degrés sous le soleil à Vancouver. 6-7 degrés Edmonton, Calgary. Ça fait quand même plusieurs jours oui, c'est ce que consécutifs. j'allais dire. Là. Il me semble qu'ils n'ont pas eu un hiver trop difficile. Non, pas très féroce, en tout cas depuis la dernière semaine. Variable vers le sud de la Saskatchewan. Beaucoup de brouillard ce matin, mais une fois que c'est dissipé, 3 degrés. Et du côté de Winnipeg, on demeure légèrement sous zéro aujourd'hui. -2, ciel variable aussi. On passe au-dessus de zéro demain et tout l'ouest canadien retournera sous le point de congélation à compter de dimanche, quand l'est du pays passera au-dessus de zéro. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, chacun Véronique. son tour. Oui, Bonne chacun journée. son tour. Bonne journée. Oui, Jean-François, parlons aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, de ce revers, dur revers contre de l'équipe de hockey canadienne, de l'équipe féminine de hockey, contre les Américaines. Voilà, c'est dit. Oui. Donc, écoutez, ça a été... Non sans peine. Non sans peine. Vous y êtes arrivé. Vous avez tellement de choses à dire. Donc, c'était le troisième match du tournoi pour les Canadiennes qui étaient privées de la capitaine Marie-Philippe Poulin, joueuse vedette, bien entendu, blessée lors du match contre la Tchéquie. Et, il faut le dire, les Canadiennes n'ont pas fait le poids contre les Américaines qui l'ont emporté par la marque de 5-0 à l'Arena Santa Giulia de Milan. 5 buts sans réplique ont donc permis aux États-Unis de défaire le Canada qui n'a pas été en mesure de répliquer littéralement. Et depuis l'arrivée du hockey féminin en 1998, le Canada n'avait jamais été blanchi aux Jeux olympiques. Les Américaines ont conclu la première période avec une avance de 2-0, ont bien failli marquer en fin de première période un autre but en plus. Et ils ont dominé les Canadiennes 11-4 au chapitre des tirs au but. Le ton était donné et n'allait pas changer dans la partie. Il y a des jeunes joueuses américaines qui sont bien démarquées. La défenseur, entre autres, Caroline Harvey, 23 ans, qui est encore à l'université. 1 but, 2 passes, 3 passes pour Abby Murphy, jeune joueuse également de 23 ans. Donc, en plus, du potentiel très intéressant chez les Américaines qui ont vraiment dominé ce match. Le prochain match pour les Canadiennes, ce sera contre la Finlande demain. Et c'est aussi aujourd'hui le début du tournoi olympique chez les hommes. Pour ceux qui s'ennuyaient de Juraj Slavkovski, Oliver Kapanen, vous pourrez les voir aujourd'hui sur la glace. La Slovaquie et la Finlande s'affronteront en levée de rideau à 10h40. Ce sont des compagnons de trio qui sont des adversaires. Et ce sera le début pour le Canada demain de son tournoi olympique contre la Tchéquie à 10h40. Et puis les États-Unis se mesureront à la Lettonie un peu plus tard en après-midi. Ça, c'est demain, bien sûr. Parlons de patinage artistique. Ce sera la finale en danse sur glace. Oui, c'est la finale à 13h30, heure de l'Est. Après le programme rythmique, Piper Gillies et Paul Poirier occupent le 3e échelon, la paire canadienne. Ils ont produit leur meilleur pointage de la saison avec 86,18. Les deux autres couples canadiens se retrouvent aussi en finale. Donc, Marjorie Lajoie et Zachary Laga, ainsi que Marie-Jade Loriot et Romain Lagac ont terminé respectivement au 9e et 15e rang, seront donc de cette finale d'aujourd'hui. Et hier, c'était le programme court chez les hommes. L'étoile américaine Ilya Malinin, on dit qu'il réinvente le sport littéralement. Il a de nouveau ébloui la foule avec un programme sans faute où s'enchaînaient les quadruples sauts et même un saut périlleux arrière. C'est maintenant permis. Il a terminé au premier rang avec une récolte de points de 108,16, suivi du japonais Yuma Kagiyama et du français Adam Siao Imfa. Et le Canadien Stéphane Gogolev a très bien fait. Il a pris le 10e rang avec une excellente prestation dans une compétition qui est très, très à relever. Et finalement, en ski acrobatique, finale plus tard ce matin en bosse chez les femmes. Oui, c'est ça. La manche 2 des qualifications, ça devrait être en cours. Ça commençait à 5 heures selon l'heure qu'on nous avait donnée. La finale, c'est à 8h15. Maya Schwinghammer et Lauriane Desmarais-Gilbert sont passés directement à cette finale avec les 6e et 8e places en qualification. Ashley Kohler et Jessica Linton passeront par le repêchage. Et en 2001, en planche à neige, ce sont les qualifications à l'heure actuelle. La Canadienne Elizabeth Hosking est au 9e rang. C'est la meilleure Canadienne actuellement dans cette première manche de qualification. Merci Jean-François. Merci. Bonne journée.
Allons-y avec ce que l'on retrouve à la une des différents quotidiens de ce matin. Bien sûr, cette fusillade dans une école de la Colombie-Britannique à Tumbler Ridge retient l'attention un peu partout. Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes pour nous en parler. Sinon, allons-y avec Le Devoir qui parle à sa une de la crise à Cuba qui atteint le secteur touristique. La pénurie de pétrole à laquelle l'île fait face a causé donc l'annulation de vols en provenance du Canada. Ça suscite l'inquiétude, évidemment, dans le domaine des touristiques là-bas. Ceux qui accueillent les voyageurs, on vous en parlait hier à Cuba, donc les effets de la pénurie de pétrole, l'annulation des vols, ça se fait ressentir. Le Devoir qui a parlé à Anne-Marie Flynn, c'est une Québécoise qui vit à Cuba depuis 12 ans. Elle tient une auberge dans la région de Santa Cruz del Norte et elle effectue des tours guidés sur l'île pour ses clients. Voilà qu'elle dit que en pleine saison forte, tout a été annulé. Elle déplore donc cette situation. Elle aurait préféré que les compagnies aériennes laissent le choix aux passagers de voyager ou non. Le Devoir qui parle également à sa une de Fréchette qui relancerait le PEC, le programme de l'expérience québécoise, la décision de ressusciter le programme d'immigration serait un recul selon son adversaire Bernard Drinville, adversaire dans la course à la chefferie du parti de la coalition Avenir Québec. Le Devoir qui également parle de cette médaille d'argent, l'équipe mixte de courte piste en patin de vitesse qui a remporté l'argent hier. Il en est question donc en une du Devoir de ce matin. Dans la presse, je vous le disais, on revient aussi sur ce qui s'est passé en Colombie-Britannique et la presse fait également un suivi de sa une d'hier. Québec qui a décidé finalement de suspendre l'autorisation donnée à Domtar. Je vous parlais de cette histoire-là, des coupes forestières en zone sensible, des coupes forestières qui avaient d'abord été refusées à l'entreprise Domtar, puis quelques appels ou un appel en haut lieu avait fait en sorte qu'en une vingtaine de minutes, Domtar avait eu l'autorisation d'aller de l'avant avec ces coupes. Voilà que le gouvernement Legault, nous dit la presse ce matin, suspend l'autorisation accordée à Domtar pour des travaux forestiers dans un secteur sensible de la Côte-Nord. Évidemment, c'est dans la foulée de ces révélations dans la presse. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, au moins 300 bêtes abattues, boucherie de caribous, plus de 300 caribous, abattus au nord de Shefferville. Les bêtes récupérées par hélicoptère doivent être distribuées aux familles Innu. Les images d'environ 300 caribous abattus au nord de Shefferville par des Autochtones qui ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Les Innu défendent leur chasse communautaire en disant qu'il y a 300 familles qui vont bénéficier de cette viande de caribou, ce qui va assurer leur sécurité alimentaire. Ça n'étonne pas un spécialiste de la question, Steve Côté, qui est professeur à l'Université Laval, cité dans le journal de ce matin, qui n'est pas surpris de cet abattage de 300 à 400 bêtes d'un coup. Il dit, compte tenu du nombre de bêtes du troupeau de la Rivière-aux-Feuilles, plus de 130 000, cet abattage massif à lui seul a un très faible impact sur la harde ou le nombre de caribous dans ce secteur. Vous pourrez lire ça en une du Journal de Montréal de ce matin. Le Globe and Mail qui revient sur cet échange entre Donald Trump et Mark Carney. On parle d'un échange positif après cette menace de Donald Trump de bloquer un pont. Donc, il y a eu une conversation entre les deux hommes hier. C'est ce pont-là, nouveau pont, Gordie Howe, reliant les États-Unis, le Michigan et l'Ontario, un pont de 6 milliards 400 millions de dollars. Et le Globe and Mail cite le New York Times ce matin disant qu'il y a un milliardaire du Michigan, Matthew Mulroon, qui aurait fait pression lundi auprès du secrétaire au commerce de Donald Trump parce que lui est propriétaire du pont Ambassadeur. Donc, ce pont-là, le nouveau pont Gordie Howe, deviendra un pont concurrent au pont Ambassadeur et il aurait fait des pressions sur Donald Trump. Et quelques heures après avoir fait pression sur l'administration Trump, le président américain y est allé de cette déclaration sur son compte Truth Social comme quoi il allait peut-être bloquer l'ouverture de ce pont. Hier, M. Carney, le premier ministre canadien, a voulu se faire rassurant après cette discussion avec Donald Trump. Et je termine en vous parlant du site Internet de Radio-Canada qui nous parle de la loi sur les boissons énergisantes. Québec tergiverse. Québec tarde toujours à donner suite aux recommandations du comité d'experts qu'il a lui-même mandaté pour mieux encadrer les boissons énergisantes caféinées. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, qui n'écarte pas la possibilité d'un projet de loi pour interdire la vente aux mineurs sans cependant préciser d'échéancier. C'est un texte de ma collègue Julie Dufresne que vous pouvez lire ce matin sur le site de Radio-Canada.
Jean-Philippe Robillard se joint maintenant à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, c'est une tragédie qui ébranle cette toute petite communauté de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Vraiment un drame. 10 personnes qui sont mortes dans une fusillade hier en après-midi. Dans une école secondaire, dans une résidence aussi, 25 blessés. Qu'est-ce qu'on sait là, à cette heure-ci de la tragédie? Bien, tout ça est arrivé en début d'après-midi. C'est là que ça a commencé. C'est là que tout s'est passé tout au courant de l'après-midi. On comprend, dans le fond, évidemment, qu'il y a un tireur qui est entré dans l'école. Il y a 6 personnes qui ont été tuées, Mathieu, dans l'établissement. Il y en a un autre qui est décédé pendant son transport vers l'hôpital. Il y a aussi les corps de 2 autres victimes qui ont été retrouvées dans une résidence à proximité de l'établissement scolaire. Il y a également, vous l'avez dit, 25 personnes qui ont été blessées, mais selon les autorités, on ne craint pas pour leur vie. On parle de blessures mineures. Pour le moment, on ne connaît pas l'identité, on ne connaît pas l'âge des victimes. Ça n'a pas été révélé par les forces policières. Le corps de celle qui serait à l'origine de la fusillade a été retrouvé dans l'école. Je dis celle parce que selon la GRC, il s'agirait d'une femme. Elle se serait enlevée la vie, Mathieu, après la fusillade, après la tragédie. On ne connaît pas pour le moment les motifs qui l'ont poussé à commettre un tel geste. L'enquête, évidemment, des policiers se poursuit toujours. La GRC, la Gendarmerie royale du Canada, a fait le point hier soir. Je vous invite à écouter un extrait de Ken Floyd de la GRC. The scene was very dramatic and la scène était dramatique. Les victimes étaient encore en train d'être soignées. Je peux vous dire que sans la clinique, ces professionnels, les conséquences auraient pu être bien pires. La clinique a trié les victimes et celles qui avaient besoin de soins plus intensifs ont été évacuées par hélicoptère de la communauté. Alors, pour les élèves, pour les enseignants qui étaient dans l'école, ça a été des heures d'angoisse. On peut penser aussi aux pères et aux mères qui devaient se demander ce qui se passe dans l'école, qu'est-ce qui arrivait à leur enfant. Il y a un élève qui a raconté à nos collègues de CBC, je l'ai écouté tantôt, Mathieu, que lui et ses collègues de classe, de même que le professeur qui était là, il était une quinzaine, ils se sont barricadés dans le local. Ils ont mis des tables, des chaises pour bloquer la porte, pour empêcher le tireur ou la tireuse, là, dans ce cas-ci, d'entrer dans leur classe. Là. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment dramatique et des heures certainement d'angoisse, comme vous le disiez, pour les proches, pour les parents. Comme parents, ouais. On n'a pas le goût d'avoir ce type d'appel-là, ce type de coup de téléphone-là. On peut le comprendre. Une petite communauté où tout le monde se connaît. Oui, 2400 personnes, je crois. Vraiment un choc. Ça a fait réagir la classe politique, d'ailleurs. Oui, évidemment. Il y a le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui semblait visiblement, il a fait un point de presse, là, il était visiblement affecté par ces événements-là, qu'il a qualifié de tragédie inimaginable. Pour lui, c'est un événement qui va avoir, Mathieu, des répercussions pendant de nombreuses années en Colombie-Britannique. Sur le réseau social X, il y a le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui, lui, s'est dit bouleversé par cette fusillade. Le cabinet du premier ministre qui a d'ailleurs fait savoir hier que le premier ministre, le chef libéral, n'ira pas comme prévu en Allemagne, là, où il devait participer cette semaine à la conférence de Munich là, sur la sécurité. Il s'agit de la 2e fusillade, semble-t-il, dans une école la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Et bien sûr, ça nous rappelle cette tragédie, cette fusillade qui a causé la mort de 14 femmes à l'école polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Ça, personne n'a oublié ça. Effectivement, on continuera de suivre cette Oui, on va avoir plus de détails, là, j'imagine, au cours des prochaines heures. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Élise Jeté de retour en studio. Rebonjour, Élise. Rebonjour. Oui, cette chanteuse américaine, Chappelle Roan, elle a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son agent. C'est en lien avec les dossiers Epstein. Oui, exactement. C'est que le nom de son agent, Casey Wasserman, apparaît dans les récents documents liés à cette affaire. Pour être certaine que tout le monde replace Chappelle Roan, on va aller en musique.
C'est la chanson Good Luck Babe qui avait été la chanson de l'été 2024. Dans une story Instagram, donc, l'artiste dit qu'aucun artiste ne devrait fermer les yeux sur des gestes en contradiction avec ses valeurs. Elle a ajouté qu'elle refusait de rester passive aussi devant ça. Il y a des courriels qui datent de 2003 entre Casey Wasserman et Ghislaine Maxwell qui ont été rendus publics. Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison pour son rôle dans le réseau d'exploitation sexuelle de Jeffrey Epstein. Casey Wasserman n'est pas visé par des accusations criminelles dans ce dossier-là. Il a présenté ses excuses hier. Il a nié toute relation avec Epstein également. Et dans la foulée, plusieurs autres artistes indépendants ont pris leur distance avec son agence. Certains réclament aussi son départ. Wasserman, qui préside le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles 2028, il y a donc des appels à la démission qui ont été lancés, mais le comité olympique américain maintient sa confiance envers lui. Voilà pour cette affaire. Revenons sur le spectacle de Bad Bunny. Pourquoi pas? Et revenir encore aujourd'hui. Jour 3. À tous les jours. Aujourd'hui, on ne va pas l'écouter. Je vais... C'est le jour de la marmotte. Non, mais quand même un spectacle très suivi. Oui. Le 60e Super Bowl a attiré 128,2 millions de téléspectateurs pour le spectacle de la mi-temps de Bad Bunny. C'est un très bon chiffre, mais un peu en dessous des records de Kendrick Lamar l'an dernier et de Michael Jackson en 93. La présence du chanteur portoricain avait provoqué des critiques dans certains milieux conservateurs. On se rappelle Donald Trump qui a détesté ce concert. Sur scène, Bad Bunny a offert une performance festive. On va pas encore la réécouter, comme je disais, mais écoutez, ça s'est bien démarqué et les critiques ont été très positives. Le match entre les Seahawks et les Patriots a réuni 124,9 millions de téléspectateurs, devenant le deuxième Super Bowl le plus regardé de l'histoire, tout de même. Mais je veux ajouter la précision, Bad Bunny a eu environ 4 millions de téléspectateurs de plus que le match de football. N'en déplaise à mon collègue Jean-François, la musique a été plus populaire que le sport. Oui, c'est ça. Donc, c'était un rendez-vous dont on avait tellement parlé qu'il y a des gens qui ont décidé d'aller écouter juste la portion spectacle et non pas le match de football. Revenons plus près de nous. Christine Morancy revient sur scène avec un nouveau spectacle solo. Oui, quelques mois à peine après la fin de sa dernière tournée, le nouveau spectacle s'intitule Bien faite. Le rodage va commencer dès le mois de mars, donc les billets devraient être en vente sous peu. Elle va aborder autant son rapport au corps que les valeurs qu'elle revendique. Les premières médiatiques sont prévues en janvier 2027, donc dans un an. Et l'humoriste s'est entouré d'Étienne Marcoux à la script édition et de Audrey Rousseau et Justine Philly au texte. Et son premier spectacle, Grâce, qui avait été lancé en 2021, avait dépassé les 200 000 billets vendus. Donc, c'était très, très populaire. Souhaitons-lui bon succès. Et on va terminer avec le musicien Louis Clavis, connu notamment pour son travail au sein de Valère et de Qualité Motel, qui lance un nouveau titre solo. Oui, ça s'intitule Coule douce. Tu regardes la lune comme si tu pouvais me l'offrir. Tu t'es glissé dans ma vie, enfonce dans mes rêves. On peut glisser dans ton lit pour faire fondre l'hiver. Slider dans mes nuits, on se lasse pas de rien faire. On se la coule douce, coule douce. Suggère de faire fondre l'hiver, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que cette année, il y en a qui vont être d'accord avec lui. C'est son premier extrait depuis le diptyque Écho d'une vie distante, sorti en 2022. La pièce est née d'une collaboration avec Pilou et le producteur Saman lors du camp d'écriture Le Foyer au studio Le Beam en Estrie, un endroit absolument magnifique où créer de la musique. Et ce nouvel extrait annonce un album actuellement en préparation dont la date de sortie va être dévoilée prochainement. Merci beaucoup, Élise. Bienvenue. Bonne journée. Oui, alors voilà pour cette édition d'À la Une. On va continuer bien sûr de suivre les développements en lien avec cette tragédie en Colombie-Britannique, fusillade mortelle dans une école. Vos équipes du matin là-dessus prennent le relais. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée. Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ICITO.tv. Téléchargez l'appli.